On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. La police de Saint-Jean-sur-Richelieu a été l'une des premières en Montérégie à se doter d'un programme de concertation avec le Centre de crise et de prévention du suicide et le CIS de la Montérégie Centre également, les services de santé, pour mettre sur pied un programme pour venir en aide à ceux qui vivent de la détresse psychologique. Parlons du grand succès du programme conjoint d'intervention 24/7 pour la détresse psychologique. C'est quand même aussi un programme assez unique qui a été bâti au fil des dernières années, ici même dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. 3 personnes pour en parler. D'abord, André Fortier, qui est le directeur du service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Nancy Paquette, qui est responsable des formations au Centre de crise et de prévention du suicide du Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. De même que Sylvain Lachance, qui est coordonnateur aux unités hospitalières en santé mentale pour le CIS de la Montérégie Centre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, parlons de, oui, la détresse psychologique, évidemment, on sait qu'elle existe. Souvent, elle est associée aux grands centres. Vous-même, vous avez travaillé au SPVM dans un territoire comme l'île de Montréal, où évidemment, c'est très, très, très propice. Mais même dans des villes comme la nôtre, qui avoisinent maintenant les 100 000 habitants, la problématique de la détresse psychologique, les policiers y sont confrontés. Et les policiers peuvent faire le bout de chemin, mais ils ont besoin de l'aide également des autres services pour être capables de bien faire leur travail et ultimement d'assurer une sécurité, mais aussi une prévention dans la communauté. Donc, expliquez-nous un peu le chemin vers lequel vous êtes passé pour la mise sur pied de ce programme. Bien, avant de parler de mise sur pied, je voulais savoir de quoi je parlais. Donc, j'en ai parlé avec mes collègues au comité de direction. Comme quoi que je trouvais qu'on avait de plus en plus de problématiques sociales. Et après cet échange, j'ai fait documenter en nombre pour voir est-ce que c'était vrai exactement. Et la recherche des 5 dernières années avait démontré clairement qu'il y avait une problématique sociale. Au moment où les policiers répondent à de nombreux appels par jour où les gens semblent être en détresse psychologique ou avoir un problème de santé mentale. Alors donc, c'est de là que j'ai parti et sollicité mon collègue du CI3S et Daniel également du Centre de crise et de prévention du suicide. Bon, ça, c'était quoi? C'était une perception que vous avez ou un constat de dire, j'ai comme l'impression qu'il y a de plus en plus d'appels liés à la détresse psychologique? C'était une perception que j'avais. Depuis mon arrivée, il me semblait que ça s'était dégradé, que le climat social s'était dégradé, les conditions sociales. Mais par contre, à partir de cette perception-là, j'ai fait relever, statistiquement parlant, tous les appels des 5 dernières années qu'on avait reçus en lien avec une problématique de santé mentale. Et c'est de là qu'il a confirmé, c'est ce qui m'a amené à confirmer qu'on avait bel et bien une problématique et qu'il fallait faire quelque chose pour venir en aide à ces gens-là. Quand vous avez regardé les statistiques des 5 dernières années, est-ce que la croissance était quand même assez prononcée? Oui, tout à fait, tout à fait. Je vous dirais qu'à l'époque, on était un peu en deçà de 1000, pour certaines années, on était un peu en deçà de 1000 appels annuellement parlant. Et maintenant, depuis les 5 dernières années, on est au-delà de 1150, 145 appels annuellement parlant. Et l'an passé, on a franchi le cap du 1200. Ouais. Et au 31 octobre cette année, on est déjà rendu à 1205 appels où les policiers interviennent. Et ça, c'est sans compter ceux qui sont dans la détresse, qui vont consulter par eux-mêmes ou qui ne consultent pas. On parle uniquement des appels faits au 911 chez vous. Là. Exactement, pour lesquels les policiers répondent. Et donc, cette croissance-là, visiblement, ne suit pas la courbe de la progression démographique naturelle? Définitivement pas. Mais c'est une problématique qu'on voit dans tous les services de police au niveau du Québec. Partout? Ah oui? Oh oui, c'est une des problématiques qu'on voit et c'est une des priorités auxquelles on veut s'attaquer d'ailleurs, justement, comme service de police, en termes de ressources et en termes de partage d'expertise avec des collaborateurs, des partenaires. Bon. Donc, à partir du moment où vous faites le constat, statistique à l'appui, à ce moment-là, vous sollicitez donc, d'une part, le centre de santé et ultimement le centre de prévention et de crise. Exactement. J'ai sollicité Benoît Genot, à qui je dois une fière chandelle du CI3S, et on s'est mis d'accord, et à partir de là, le meilleur groupe pour venir en aide, quelqu'un qui était en devoir 24/7, était le centre de crise. Et en fonction de l'expertise, donc on a interpellé Daniel et on a formé le trio pour donner les grandes orientations.
Donc, quel est le rôle du Centre de crise et de prévention du suicide au sein de ce programme en question? En fait, on va appuyer, on devient un soutien clinique pour les policiers qui sont avec la personne en détresse, parce que le policier n'a pas nécessairement l'expertise pour décider si la personne présente un danger assez grave pour lui-même pour décider d'enlever les droits à la personne, exemple, puis de le déplacer à l'hôpital contre son gré. Donc, nous, on est là pour venir faire le tour de la situation, que le danger soit envers soi-même ou envers autrui, donc peu importe le type de menace. On va estimer le danger et puis en accord avec le patrouilleur. Nous, on n'est pas à domicile, on est au téléphone, donc le patrouilleur qui est à domicile, lui, il est une source inestimable d'informations. Ce que lui, il ferait, comment lui voit la situation, qu'est-ce qu'il voit qu'on ne voit pas. Donc, on va travailler en collaboration comme ça. Puis, on va tout faire pour éviter l'hospitalisation. Donc, mais si le danger est trop grave, on va le faire. Sinon, on va proposer des alternatives à l'hospitalisation. Et dans toutes les situations, il y a minimalement au moins une relance de fait à la personne, même s'il n'y avait aucun danger présent au moment du contact. S'il y avait, on sait pour quelle raison les patrouilleurs se retrouvent là. Nous, minimalement, le lendemain, on reprend contact avec la personne pour prendre des nouvelles, pour vérifier si, maintenant que les patrouilleurs sont plus là, est-ce que la situation est la même? Est-ce qu'on a accès à d'autres informations? Est-ce qu'on peut offrir un soutien pour éviter de revenir dans une situation similaire une autre fois, pour faire vraiment de la prévention? Donc, vous êtes là un peu pour éclairer le policier qui est en devoir, celui qui constate la situation. Oui. Les policiers sont des humains, donc ils peuvent, malgré leur formation, peuvent réagir différemment face à une situation. Oui. Est-ce que vous êtes un peu là, comme le dit l'expression, pour les challenger, les re-questionner, revalider si on voit bien la même chose, si on comprend la même chose? C'est ça un peu la conversation qui se passe entre les deux? Au départ, ils nous donnent les circonstances qui font qu'ils se sont retrouvés là, d'où vient le déplacement policier, qui a demandé ce déplacement-là, quelles étaient les informations qu'il y avait. On va avoir une conversation avec la personne en détresse à ce moment-là. Oui. Donc, on prend le temps avec la personne en détresse de faire une intervention, puis les patrouilleurs sont au courant du délai que ça peut prendre de faire cette intervention-là, qui est, somme toute, beaucoup moindre que s'il y a un déplacement. Donc, il vaut mieux prendre ce temps-là à domicile, puis des fois d'éviter le déplacement que le temps que le déplacement va impliquer. Puis ensuite, on reparle aux patrouilleurs ensuite. Là. Donc, il y a des situations où soit qu'on n'est pas en mesure pour différentes raisons, un état d'intoxication, un état neurologique, peu importe, on n'est pas en mesure d'estimer, on va travailler avec le patrouilleur. Sinon, on a un avis clinique, puis on la partage avec le patrouilleur, puis on s'assure d'avoir une cohérence. Au final, le policier peut décider d'emmener la personne, même si nous, on dirait le contraire, mais je vous dirais qu'habituellement, les recommandations sont bien... on est très cohérent avec la recommandation. Et donc, je comprends que dans certains cas, on va recommander un transport en ambulance qui aura donc une hospitalisation. Dans certains cas, c'est ce qui doit arriver? Il y a des gens, des fois, qui souhaitent y aller. Donc là, on a un consentement. En fait, l'idée, c'est... Il y a une loi d'exception au Québec qui permet d'hospitaliser les gens contre leur gré, puis on souhaite éviter de l'utiliser le plus possible. Donc, à partir du moment où la personne veut y aller, on n'est plus dans une application de cette loi-là. Puis, on veut appliquer cette loi-là juste auprès des gens qui présentent vraiment un danger immédiat pour eux-mêmes. Donc, le travail de nos intervenants, c'est de faire la différence entre une situation qui peut être dérangeante versus une situation qui est dangereuse, puis d'utiliser les bonnes stratégies de protection au bon moment pour ces personnes-là. Bon. Quel est le rôle du centre de santé dans tout ça? On comprend ultimement que dans certains cas, ils sont transportés et hospitalisés chez vous. Et c'est souvent un cercle, parce qu'ils sont hospitalisés, ils retournent à la maison, oups, ça ne va pas, et là, ils vous appellent, puis il y a souvent le cercle vicieux de tout ça. Et souvent, il y a des passages dans les services de santé qui sont donc obligatoires. Bref, quel est le rôle du centre de santé dans le programme? Bien, notre rôle, nous, on est des partenaires avec la police, avec le centre communautaire, le centre de prévention du suicide, nos partenaires communautaires. Puis c'est un partenariat super important parce que nous, on va accueillir cette clientèle-là, bien évidemment. On va procéder à l'évaluation, on va garder, on va traiter cette clientèle-là. Par contre, l'avantage de cette évaluation-là à domicile par le centre de prévention du suicide va faire en sorte qu'il va arriver beaucoup moins de personnes aux urgences, au service des urgences. Donc, diminuer l'achalandage. Par contre, les gens qui viennent en ont vraiment besoin. On dit dans les statistiques que le nombre de transports à l'hôpital a chuté de 84 % depuis l'instauration du programme. Oui. C'est quand même assez énorme pour l'impact sur les services de santé. On connaît tous, évidemment, les services de santé qui sont surchargés, l'urgence et tout ça, mais je présume que si on réussit avec le programme
à réduire le nombre de transports vers chez vous, bien, ça doit faire une différence ultimement. Bien, effectivement. Puis c'est le but premier aussi de ce programme-là, d'essayer de garder les gens chez eux, à domicile, puis de faire en sorte que si on transporte un patient à l'hôpital, c'est vraiment parce que le patient est en crise, puis il en a vraiment besoin. Donc, on diminue l'achalandage dans les urgences, chose qui est vraiment importante pour les services des urgences. Quand on parle de détresse psychologique, et puis vous les avez regardé les stats au niveau des cartes d'appel, bon, on peut comprendre que dans certains cas, ça peut être une menace de suicide, mais dans d'autres cas, quel genre de détresse psychologique auquel les policiers font face? Bien, par rapport aux statistiques, c'est l'ensemble de toutes les connotations de santé mentale, que ce soit de la détresse, que ce soit tentative de suicide, que ce soit suicide, que ce soit propos-suicidaire, que ce soit même maladie. On traite l'ensemble, on comptabilise l'ensemble, parce que l'objectif là-dedans, c'est, oui, c'est d'aller chercher, nous, les ressources expertes pour faire l'évaluation du niveau de dangerosité, mais auquel on tient, puis je tenais beaucoup, c'est la prise en charge de cette personne-là qui souffre, au lieu de se ramasser à l'urgence puis de sortir de là. C'est une prise en charge et un suivi médical. Il y a un filet social qui est installé, mais par la suite, c'est la prise en charge pour venir en aide à cette personne-là. Quel est le niveau de formation des policiers aujourd'hui, en 2019, en matière de détresse psychologique? Parce qu'on comprend aujourd'hui qu'on en demande beaucoup à nos policiers dans différentes sphères. Et on comprend qu'ils sont souvent, évidemment, les premiers arrivés quand on a ce genre d'appel. Bon, on peut demander aux policiers d'avoir des connaissances dans bien des domaines, mais ça reste ultimement que ce n'est pas des psychologues, ils ne sont pas médecins. C'est quoi le niveau de formation qu'on donne aujourd'hui à nos policiers là-dessus? Il y a d'abord et avant tout, on sait que le policier doit faire 3 ans de cégep, donc il y a quelques cours de psychologie, puis ainsi de suite associés à ça. Par la suite, il y a 15 semaines à l'École nationale. Déjà, dans la formation de base à l'École nationale, on traite des difficultés, des interventions avec des gens qui présentent différents types de problèmes, des scénarios avec des comédiens expérimentés. Et en plus de ça, une fois rendu dans les services de police, l'École nationale tient à jour des formations. Ah oui? Il y a une formation complète. D'abord et avant tout, pour chaque secteur d'activité, on a des formations continuelles en emploi de la force où on évalue différents scénarios. Mais il y a une formation spécialisée en ce qu'on appelle la désescalade. Donc, justement, comment le policier doit intervenir par rapport à telle situation pour faire descendre la pression, pour amener, finaliser ou prendre charge de l'intervention avec calme, mais pour ramener davantage la personne qui est dans le besoin à un niveau de discussion, d'échange, de compréhension, pour régler la situation conjointement ensemble. Alors, donc, tout ça, c'est fait avec des policiers spécialisés, des psychologues, des gens du milieu hospitalier également. Et on revient constamment avec cette formation. D'ailleurs, le service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu expérimente davantage. La semaine passée, on a tenu l'expérimentation d'un autre volet de cette formation, des escalades. Alors, tous les policiers ont ça. Et en plus de ça, j'ai des policiers spécialisés, les policiers prévention relations communautaires. J'ai un policier qui fait même partie de la table de provinciale liée à la santé mentale, puisque c'est vraiment une problématique d'intervention. Et on a, nous, à Saint-Jean, grâce à la collaboration du centre de crise et à l'évaluation du niveau de dangerosité qui est fait, on a considérablement réduit les transports en P38 à l'hôpital au profit de la prise en charge ici. Quand un policier arrive dans un état de crise, dans un état de détresse, est-ce que l'uniforme calme ou au contraire, quand les gens voient arriver les policiers, ça peut avoir parfois l'effet inverse? Les deux situations sont possibles. Les deux sont possibles. D'abord et avant tout, le policier va constater ce qui se passe au lieu de l'appel. Et à partir de là, va réagir justement, ne mettra pas de l'huile sur le feu, pour reprendre la bonne expression, va tenter d'amener, raisonner les gens pour être capable de se parler, comprendre, et puis pour être capable de régler. Et ce programme-là,
donne vraiment d'excellents résultats. Parce que je reviens à ça, les policiers sont quand même des humains, puis à un certain moment, quand on se fait crier dessus, il faut respirer par le nez. Je comprends que c'est leur travail dans la vie, là. Puis ils sont continuellement en scénario. Dans tous les concepts d'emploi de la force, si vous venez au poste de police présentement, c'est vraiment, la salle de formation est montée pour être des scénarios d'emploi de la force, comment réagir et ainsi de suite. Et puis, dépendamment, dans certains cas, on doit aller jusqu'à neutraliser la personne. Et depuis l'an passé, on a même une arme, le taser qu'on appelle, pour neutraliser sans violence quelqu'un. Est-ce qu'on l'utilise beaucoup? Très peu, mais ça a un très bel effet de dissuasion parce qu'avant de l'utiliser, il y a 3 étapes de dissuasion avant. On l'explique, on démontre et ainsi de suite. Bon. Quand on parlait d'évaluer la dangerosité, dans le fond, de quelle façon on établit un peu ce calcul-là avec le policier? En fait, il y a des outils qui existent là, pour ça. Nous, on est formés sur l'estimation du danger d'un passage à l'acte suicidaire, là, considérant le travail qu'on fait. De base, on l'était. Depuis qu'on a cette entente-là, on est allé aussi se chercher de la formation liée au risque d'homicide parce qu'il peut avoir un danger pour autrui. Donc, on se doit d'être capable d'estimer ça. C'est tous les facteurs de risque, les facteurs de protection, les facteurs qui vont être aggravants, précipitants, qui sont mis en compte, en fait. Puis, les outils facilitent le travail de l'intervenant, mais le jugement clinique de l'intervenant est toujours au cœur de ça. Donc, le jugement clinique du policier, son jugement est important pour que nous donne de l'information. Quelle était l'attitude de la personne? Et comment la personne, pendant que vous êtes là, elle vous crie dessus ou elle campe, elle est assise? Y a-t-il fallu pas la mettre au pied du mur pour qu'elle nous parle ou elle était collaborante dès le début pour nous parler au centre de crise? Tout ça, pour nous, c'est des informations qui sont prises en compte. Puis quand on parlait de prise en charge, bien, nous, on s'assure que la personne, elle ait accès à de l'aide. Donc, soit vers une référence vers un partenaire, soit dans nos propres services. Puis s'il y a un transport hospitalier, on fait le lien avec l'urgence. Donc, on transfère nos notes évolutives directement pour que ça soit donné. Donc, il y a une communication qui suit. La personne, elle est accompagnée tout le long de l'intervention pour s'assurer que quand elle arrive à l'urgence, elle est prise en charge rapidement, que notre jugement clinique est pris en considération. On justifie pourquoi qu'on est rendu en déplacement. Donc, puis ça fonctionne très bien. Les gens, ils collaborent bien. On a on a un talent au centre pour créer l'alliance rapidement avec les gens, pour désamorcer des trucs. Les gens, c'est rare qu'on n'est pas capable d'avoir une intervention avec les gens en détresse. C'est sûr qu'il y a parfois des patients qui sont connus, j'imagine. Oui. Des gens qui sont connus de la police, qui sont connus du CPS, qui sont connus de vos services. Oui. Bon. Mais parfois, il y a des nouveaux cas aussi. Tout à fait. Est-ce que le fait d'intervenir vous permet, j'aime pas le terme de dire on recrute du nouveau monde, là, mais en quelque part, on vient dépister peut-être des nouveaux cas où on va peut-être réussir à intervenir et comme vous le dites, là, de retéléphoner le lendemain, de reprendre contact, bref, de peut-être avoir une référence pour être capable d'avoir un suivi avec cette personne-là. Il y a eu des impacts directs dans nos services. En fait, des gens qui ont eu accès à l'hébergement de crise qu'on n'aurait peut-être jamais eu dans nos services. En fait, c'est pas tant je ne vois pas ça comme nous, on recrute, qu'eux recrutent de l'aide qu'ils n'auraient peut-être pas connue. Des fois, les gens ne savent pas ce qu'on fait, ne connaissent pas l'éventail de nos services, pensent qu'on est majoritairement, oui, une ligne d'intervention en termes de statistiques, mais on a un éventail de services qu'on peut offrir aux gens pour autre que la ligne quand il y a besoin. Donc, ça nous permet d'offrir l'aide appropriée aux bonnes personnes. Puis si l'aide appropriée, c'est l'urgence, on va y aller à l'urgence, mais il faut que ce soit la bonne aide au bon moment pour les bonnes personnes. Le fait de diminuer les transports hospitaliers et forcément donc les hospitalisations chez vous, est-ce que les services de psychiatrie sont surchargés? Est-ce qu'il y a un impact direct de ce programme-là de voir vos services un peu respirer un peu plus aisément et être capable d'offrir les soins que vous devez offrir aux patients que vous avez déjà à l'intérieur de vos murs? C'est sûr que ça a un impact au niveau du service des urgences. Il y a beaucoup de moins d'achalandage. Par contre, le service de psychiatrie est toujours aussi achalandé, je vous dirais, à l'année longue. On met en place de l'évaluation, puis différents services à côté pour essayer d'avoir accès à des hospitalisations un petit peu plus courtes pour pouvoir donner des congés plus rapidement à la clientèle. Est-ce que, parce qu'on dit en début d'entrevue, visiblement, que pas juste à Saint-Jean, mais un peu partout, on sent une croissance des cas de détresse psychologique. Oui. Est-ce qu'on sait à quoi c'est attribué? Je ne sais pas, est-ce que dans vos statistiques en santé mentale,
est-ce qu'on est capable d'expliquer pourquoi il y a une recrudescence, si on veut, des nombres de cas de détresse? Il y a différentes causes là, qui amènent les gens vers l'urgence. Vous dire exactement, là, spécifiquement... Mais c'est un constat quand même. Causes. Mais il y a de plus en plus, là, bon, la toxicomanie, c'est sûr que ça l'aide pas. La maladie mentale est de plus en plus connue et de plus en plus diagnostiquée aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a un achalandage. Là. Parce qu'il y a un autre phénomène, quoique, bon, il n'est pas nouveau. Bien, oui, il est un peu nouveau, c'est celui de l'itinérance à Saint-Jean. Quand on dit le mot, hein, il y a de l'itinérance à Saint-Jean, la réponse c'est oui. La réponse est oui. Oui, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même. C'est un phénomène qu'on ne voyait pas il y a 10 ans. Là. C'est un phénomène qu'on ne voyait pas il y a 10 ans. C'est un phénomène, encore une fois, qui, pour nous, est préoccupant, dans le sens que ce sont des gens qui sont dans le besoin. Autant le programme conjoint d'intervention 24/7 a été, on a développé le programme pour venir en aide. Ceci étant dit, pour les 24/7, c'est pour les policiers lors de la réponse. Ouais. On a un autre programme pour les gens qui sont des affiliés, qu'on appelle, qui est une démarche en résolution de problème. Ça, c'est une autre chose, un autre dossier. Mais le phénomène d'itinérance, effectivement, c'est un constat qu'on fait maintenant à Saint-Jean. D'ailleurs, on est en train de se mobiliser pour venir en aide, essayer d'ouvrir une maison pour un refuge pour ces gens-là. Donc, il y a tout un travail qui se fait de concert avec la Ville, le service de police et différents organismes communautaires. Il y a même une table sur l'itinérance, ici même à Saint-Jean. Prenons un quart de travail type d'un policier. Sur un quart de travail de 7-8 heures, là, on peut recevoir combien d'appels en pourcentage liés à des cas de détresse psychologique? On ne peut pas parler par jour, parce qu'une journée, on peut peut-être en avoir 2, 3, puis le lendemain, il peut en avoir plusieurs, parce qu'on voit, on est déjà rendu à 1205 et à la fin octobre. Donc, en 10 mois, on en avait quand même plusieurs. Ça varie. Mais ça peut représenter combien? Je veux dire, sur une semaine de travail, là, pour le policier qui reçoit différents appels, des vols, des ci, des ça, je veux dire, les cas de détresse psychologique, est-ce que ça occupe quand même pas mal de temps chez nos policiers? Bien, grâce au programme, le pourcentage est quand même assez élevé. Moi, je vous dirais, on a au moins 10-15 appels par semaine et plus. Là, il faudrait faire la statistique, dépendamment des quarts de travail, et ainsi de suite. Mais grâce au programme, non seulement on venait en aide à ces gens-là, mais on a réduit considérablement et où on a maximisé un temps d'intervention, puisque la communication entre le policier, le centre de crise pour l'évaluation du niveau de dangerosité se fait en moins de 30 minutes. Généralement, on tourne autour de 15 à 20 minutes, mais ce temps-là, on va le gagner par la suite, puisqu'il va être pris en charge, on va le gagner pour éviter la récurrence. Et lorsque, comme Nancy disait, lorsqu'un transfert en P38, ça se fait aussi, la prise en charge se fait en moins de 30 minutes, généralement parlant. Donc, tant pour les services de police, tant pour les ambulanciers, c'est un temps où on maximise le retour sur la route pour répondre à des appels peut-être plus prioritaires. Bon. Qu'est-ce qui fait que ce programme est quand même assez unique? De ce que je comprends, on est une des seules ou rares villes ou régions au Québec à agir comme ça, ou il existe des programmes comparables? Il existe d'autres modèles au niveau du Québec, où même les services de police, pour y arriver, ont développé certains modèles. Moi, ce que je voulais à Saint-Jean, c'était que les policiers jouent leur rôle d'intervenants de première ligne et que le volet médical, parce qu'on n'a pas la formation, que le volet médical était vraiment pris par le milieu médical. Et ça, c'est gagnant. Et je vous dirais qu'on fait l'envie de plusieurs. D'ailleurs, on a une entente. Je fais partie d'un comité stratégique pour les situations d'aide en situation de crise. Et on s'est entendu qu'on va développer, on a commencé un peu l'an passé, mais on a une entente maintenant qu'on va partager, on va élaborer ce programme-là sur l'ensemble de la Montérégie. Donc, cette expertise sera appelée à être exportée, si on veut, tout à fait. Auprès de vos collègues de Richelieu-Saint-Laurent, Roussillon, Longueuil et compagnie. Exactement. Richelieu-Saint-Laurent, une partie de Richelieu-Saint-Laurent fait déjà affaire avec le centre de crise depuis l'année passée. Cette semaine même, la région de Montérégie-Ouest a signé le protocole, va faire l'entente avec leur organisme de la région,
parce que ça inclut Châteauguay, Mercier, Roussillon, la Sûreté du Québec pour toute la région de Vaudreuil. Et on est déjà en préparatif pour le Montérégie-Est. À vous trois, merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Évidemment, je pense que la détresse psychologique, évidemment, il y en aura toujours, mais au moins, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une prise en charge de la communauté pour travailler en concertation, pour, évidemment, tenter, dans la mesure du possible, de venir en aide à tout ce beau monde. Et c'est un élément de succès, justement, cette prise, cette mise en commun pour un objectif. Merci. Merci, au plaisir. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, les Celtics qui passent en ligue semi-professionnelle. Oui, on en jase avec coach David Sauvry et le premier joueur annoncé, Benjamin Ouellet. Hey, je te laisse, moi je vais voir Céline. Ouais donc, bon show. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Petit rappel sur les infos déneigement, parce que vous savez que depuis quelques années maintenant, on peut stationner la nuit, mais lorsqu'il y a des opérations de déneigement, on ne peut pas. Il faut s'en informer. C'est notre responsabilité de le faire et voici les différentes façons, évidemment, pour y arriver. À chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu et chaque dimanche matin à 9h30 en direct, il y a 4 000 $ en jeu pour le Télébingo. Notre prochain rendez-vous à nous, c'est bien sûr demain.